l'objectif essentiel de cette réforme, faut quand même le garder à l'esprit, c'est de supprimer le décalage permanent qu'il y avait d'1 an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt. Alors pourquoi il fallait supprimer ce décalage? D'une part parce que même en économie, on va dire, budgétaire, politique, il est quand même beaucoup plus sain de raisonner sur les recettes d'une année pour engager les dépenses de la même année, ce qu'on avait perdu un peu de vue. Et puis la deuxième raison, c'est que pour les contribuables eux-mêmes, ça posait un certain nombre de difficultés. On va en voir une ou deux par l'exemple, mais songez ne serait-ce qu'au dramatique problème de la retraite. Vous savez, en France, il y a des auteurs illustres qui parlaient du triple choc de la retraite, puisque quand on prend sa retraite, précisément l'année où on a une baisse de revenus drastique, on se trouvait confronté en même temps à payer l'impôt sur le revenu de l'année précédente, qu'on avait normalement dépensé, à payer la plus-value sur la cession de son entreprise, et puis, joie suprême, avant la réforme récente, on se mettait à payer l'ISF, puisque l'exonération de l'outil professionnel avait complètement disparu. Et puis, on va dire, dernier objectif avoué, simplifier le travail pour les contribuables. Alors là, vous êtes tous ici... il y a beaucoup de collaborateurs du cabinet, vous êtes tous des chefs d'entreprise. Dès que le gouvernement dit on va simplifier, qu'est-ce qu'on fait? On se planque, parce qu'on sait que ça ne va pas être ça du tout. On a repoussé l'échéance, je crois que vous en avez entendu largement parler au cours des journaux télévisés de rentrée. On a repoussé sa mise en œuvre effective au 1er janvier 2019, avec une hésitation du président Macron, et puis finalement, on a maintenu le principe, et on a maintenu aussi les principes fondateurs. Pourquoi c'était si difficile de passer au prélèvement à la source, et pourquoi, sur ce sujet-là, la France est aussi en retard par rapport à l'ensemble de nos pays, parce que je crois globalement que dans l'ensemble des pays, on va dire, modernes, il n'y a guère que trois pays qui n'ont pas opté pour le prélèvement à la source. Pourquoi ça a été aussi difficile pour la France? On voit essentiellement 2-3 raisons. La première, c'est qu'il y avait déjà, pour beaucoup d'entre nous, le prélèvement mensuel. Mais le prélèvement mensuel, ce n'était pas un prélèvement d'impôt qui soit contemporain des revenus. C'était simplement l'impôt de l'année N-1 divisé par 10. L'autre difficulté qu'il y a toujours en France, c'est qu'on a un impôt du foyer. C'est-à-dire, on additionne les revenus de monsieur et madame, des enfants s'il y en a, et alors, du coup, c'est excessivement compliqué de prélever à la source en fonction des revenus de monsieur et de madame, sachant qu'au final, c'est bien l'ensemble des deux qui va être imposé. Un petit problème de confidentialité, et en fait, assez curieusement, quel est l'événement qui a permis ou qui a accéléré la possibilité de faire cette réforme? J'ai marqué, la DSN, c'est-à-dire la déclaration sociale nominative. L'administration sait maintenant parfaitement, régulièrement, combien touche un salarié, puisqu'il en a la déclaration précise. Et partant de ce principe et partant de cet événement, ça rendait beaucoup plus facile, évidemment, l'application du prélèvement à la source. L'intérêt de la réforme, essayons de voir quelques cas concrets pour voir la vraie différence. Vous avez sans doute entendu que, au début de la mise en place du prélèvement à la source, au tout début, à la genèse de ce texte, on s'est tous dit, chouette, une année blanche égale pas d'impôt du tout sur les revenus 2018. Bon, il fallait être quand même un tantinet naïf pour croire que ça allait arriver comme ça. Et puis, à la fin, tout le monde s'est rendu compte que le cadeau n'était pas aussi important que ça, heureusement pour les finances de l'État. Et d'autres disent, en fait, c'est un cadeau qui n'interviendra in fine qu'au décès de chacun des contribuables. Ça, c'est vrai, puisqu'on décale tout d'une année. Le jour où l'on sera mort, déjà, on ne peut pas payer l'impôt, parce que c'est compliqué quand on est mort, mais pour ceux qui restent, il y aura effectivement une année complète d'économiser. Mais est-ce que c'est tout? Non, regardez. Regardez si on compare deux dirigeants qui prennent leur retraite. Alors, il y a d'abord M. Jean Desmar, il est bien connu celui-là.
qui cède son entreprise en 2014, et on voit bien que s'il perçoit régulièrement 150 000 euros de revenus par an, en prenant, allez, de façon symptomatique, un gros tiers, il va payer un impôt de 45 000. En 2015, quand il prend sa retraite, il ne perçoit plus que 50 000 euros, et vous voyez bien sur le tableau qu'il a un vrai décalage d'un an avant que le montant de son impôt sur les 50 000 se mette en place. Il attend 2016, alors qu'en 2015, il n'a perçu que 50 000. C'est un des défauts majeurs de l'ancien système, qui va être corrigé automatiquement pour les années suivantes. Mais qu'est-ce qui se passe pour lui si, au lieu de s'appeler J'en ai marre, il s'appelle Monsieur J'ai de la chance, et qu'il cède son entreprise en 2018, qu'il liquide sa retraite en 2019, toutes choses égales par ailleurs, avec ses 150 000 euros de revenus habituels et 50 000 euros de retraite? Eh bien, regardez, en 2019, il paye son vrai impôt, si j'ose dire, sur ses vrais revenus de 2019, 5 000. L'année suivante, il continue, c'est toujours 5 000. Il a vraiment fait un gain réel, définitif, de 40 000 euros. Donc, vous voyez, il ne suffit pas seulement de mourir pour avoir un gain définitif. De temps en temps, quand on part à la retraite la bonne année, parce qu'évidemment, ça ne marchera qu'une fois, ça fonctionne aussi. Alors, pour ceux qui ne seraient pas complètement informés après la séance d'aujourd'hui, c'est possible que quelques questions ne reçoivent pas une réponse définitive ou qui vous satisfasse complètement. Vous pouvez aller voir les commentaires de l'administration. Mais là, bon courage, parce que c'est assez copieux. Vous aurez à disposition ce diaporama qui vous sera soit envoyé, soit à votre disposition sur le site du cabinet, mais on vous a donné toutes les références avec les dates de mise en application, et vous avez des commentaires assez épais. À chaque fois, c'est une moyenne de 40-50 pages, c'est des fois beaucoup plus. Que vous vouliez savoir quel est le champ d'application, ça on va le voir en détail. Que vous voulez savoir comment l'administration va calculer le prélèvement, ou alors comment il va mettre en place ce que l'on a appelé le CIMR et dont on va parler un peu plus en détail tout à l'heure. Vous avez toutes les références du bulletin officiel des impôts. Alors pour ceux qui ne sont pas familiarisés, je vous le dis comme ça par raccourci, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le site impôts.gouv, il suffit honnêtement que vous ouvriez votre navigateur, Google ou autre, vous tapez les références qui sont là et vous l'avez automatiquement. Cette réforme, donc, on le voit, va s'étaler sur 3 années complètes. Là, on le déroule, évidemment, vous le lisez dans le sens de la flèche. Quelles étaient les dates importantes? Eh bien, le fait de recevoir le taux du prélèvement à la source, et vous aviez, pour la grande majorité des salariés, jusqu'au 15 septembre 2018, pour aller modifier ou contester ce taux de prélèvement à la source. Ensuite, la déclaration de revenus que vous allez établir au titre de 2018 en avril ou juin. Oui, petite parenthèse, tout le monde le sait, tout le monde l'a entendu, mais c'est utile de le répéter. Prélèvement à la source, impôt payé sur le revenu de l'année, ne veut pas dire évidemment fin de la déclaration d'impôt. Ça serait trop facile. Pour notre plus grande joie, à vous tous, elle va perdurer. Et cette déclaration d'impôt va entraîner un ajustement du taux de prélèvement avec, lors de la déclaration de revenus, et l'administration va faire un calcul entre tout ce qu'elle vous a prélevé et l'impôt réellement dû. S'il y a une grande différence, s'il y a une différence en votre faveur, une restitution. S'il y a une différence en la faveur de l'administration, ça devrait arriver presque plus souvent, on va le voir pourquoi, eh bien, ils vous prélèveront le solde avec un étalement automatique si le solde de votre impôt est supérieur à 300 €. Quels sont les revenus concernés par et conservés aussi d'ailleurs, par le prélèvement à la source? Eh bien, en fait, c'est assez facile à comprendre. C'est tous les revenus que l'administration peut très, très, très facilement appréhender. Et évidemment, au premier rang, les salaires.
salaire, revenu des dirigeants, avec une petite exception que l'on va voir tout à l'heure, pension de retraite, invalidité, allocation chômage, épargne salariale, indemnité de licenciement, évidemment, pour la fraction imposable. Comment on peut résumer ça assez facilement pour l'administration? C'est simple, hein, c'est partout où il y a quelqu'un qui verse ce salaire et qui est astreint à une comptabilité ou à une déclaration, évidemment, c'est beaucoup plus facile pour l'administration fiscale d'aller l'appréhender, comme les pensions alimentaires ou les rentes, puisque là aussi, la partie versante est obligée de faire une déclaration. Là, ça sera un prélèvement à la source automatique. Par contre, pour tous les autres revenus que l'administration ne peut pas appréhender facilement, en tous les cas, pas du premier coup d'œil, bénéfices industriels et commerciaux, bon, ça, ce sont les commerçants, artisans, BNC, tous ceux qui vivent de leur intelligence, j'allais dire, ou qui exercent une profession non commerciale, bénéfices agricoles ou revenus fonciers. Et là, on ne peut pas aller faire un prélèvement à la source, parce qu'encore une fois, savoir appréhender le revenu tous les mois, tous les trimestres est un exercice excessivement difficile, et donc il y aura un acompte mensuel ou trimestriel, suivant le cas, au choix du débiteur, qui se fera sur le compte en banque, sur des modalités que l'on va voir rapidement tout à l'heure. Voilà, le principe, encore une fois, à énoncer, il est très très simple. Évidemment que dans la partie pratique, il y a quelques difficultés d'application. Quid des gérants majoritaires? Alors, les gérants majoritaires, vous savez, ils sont en général codifiés à l'article 62 du Code général des impôts. Depuis un certain nombre d'années, c'est quand même une majorité de dirigeants qui préfèrent être assujettis au régime des gérants majoritaires, c'est-à-dire des TNS, travailleurs non salariés, et l'administration fiscale, évidemment, s'est intéressée de près à la façon dont elle allait pouvoir mettre en place le prélèvement à la source. Et premier réflexe de Bercy, dit, mais c'est très simple, ce sont des salaires. D'ailleurs, vous les déclarez dans la même catégorie, les revenus sont appréhendés de la même façon. Donc, qui dit salaire dit un acompte sur le montant du salaire et on n'en parle plus. Bon, voilà. Là, il a fallu expliquer à Bercy que, d'une manière générale, les revenus définitifs des gérants majoritaires étaient définitivement arrêtés quand? Après le bilan, hein, et des fois de façon, on va dire, très rétroactive. Donc, une fois qu'ils ont bien compris, quoi, ça vous est jamais arrivé, ça? Ça n'arrive jamais. Voilà. Une fois qu'ils ont compris qu'il y avait une difficulté technique majeure, ils ont dit, bon, évidemment, on va pas mettre en place une retenue à la source, on va plutôt opter pour un système d'acompte. Comment on va mettre en place ce système d'acompte? Eh bien, on va identifier le salaire, le revenu déclaré l'année précédente. Comment on va l'identifier? C'est assez compliqué parce que, enfin, j'allais dire, souvenez-vous, quand vous faites votre déclaration d'impôt, en général, vous avez bien raison, c'est l'émergence qui vous fait cette déclaration, ça vous simplifie la vie. Mais malgré tout, dans la déclaration de revenus, c'est la même case qui alimente ces deux montants. Pour peu que vous ayez un gérant majoritaire qui soit par ailleurs salarié, si on retenait ce montant global pour calculer le montant de l'acompte, on serait dans une situation un peu délicate. Et donc, ils ont inventé une ligne spécifique que tout le monde n'a pas vue. Moi, le premier. Voilà, comme ça, au moins, voilà, il y en a au moins deux. Ils ont inventé une ligne spécifique dans la déclaration de revenus pour que le salaire du gérant majoritaire soit indiqué dans cette case-là, afin que l'on puisse, que les impôts puissent déterminer le montant des acomptes qu'elle va prélever. Si cette ligne n'est pas servie, aucun acompte ne sera calculé. Alors, j'entends qu'ils se disent mes avochés, bah, tant mieux. Voilà une nouvelle qu'elle est bonne. Ben non, justement, parce que s'il n'y a aucun acompte de prélevé au solde final, ça veut dire majoration de 10%. Donc, vous avez un délai. Alors, pour ceux qui ont fait une déclaration papier ou une déclaration en EDI, le délai est expiré. Pour ceux qui ont fait une déclaration directement, de façon dématérialisée,
en formulaire informatique. Il y a une date jusqu'au 13 novembre pour faire cette déclaration. Bon, encore une fois, je suppose assez facilement que pour ceux d'entre vous qui ont confié leur déclaration au cabinet, la rectification, si elle a lieu, se fera automatiquement par nos services. Si ce n'est pas le cas, vous avez jusqu'au 13 novembre pour le faire en ligne, et uniquement dans ce cas-là. Les exclus du régime. Les plus-values mobilières, tu parles. Il y a déjà les plus-values mobilières, rappelez-vous, depuis de nombreuses années, 2004 pour être précis, 95% des plus-values immobilières sont payées l'année même de réalisation de la plus-value par le notaire. Donc, de ce côté-là, il n'avait pas à se casser la tête. Les revenus de capitaux mobiliers, c'est-à-dire d'une manière générale, les dividendes, les intérêts de compte courant, ne sont pas dans le champ du prélèvement à la source. Pourquoi ? Parce que, vous le savez aussi, depuis quelques années, l'établissement payeur est obligé de verser un acompte dans le mois ou dans les 2 mois qui suivent. On ne rappelle plus, mois, oui, enfin bref, est obligé de verser un acompte de l'ordre de 21%. Et donc, sur le plan au moins de la trésorerie et du budget de l'État, le problème était résolu. C'était un peu plus embêtant à résoudre pour les plus-values de cession de valeurs mobilières. Regardez, on vous indique que Bercy nous dit, à ce stade, en raison de leur caractère exceptionnel, ils échappent au prélèvement à la source, en raison de leur caractère exceptionnel et de l'impossibilité de les anticiper. En 2 mots, pourquoi ? Parce que on s'est dit quand même qui serait le plus logique, aussi bien pour le budget de l'État, et peut-être pour le budget du contribuable qui, lui, serait peut-être moins intéressé. Mais avec la mise en place de la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique, pardon, de 30%, il serait tout à fait logique que l'on dise, lors de la réalisation de la plus-value, la même année que la réalisation de la plus-value, en payant les 30%, on remplirait les 2 objectifs, et ainsi on serait parfaitement en ligne avec l'ensemble des autres revenus, on paierait les impôts de la plus-value réalisée l'année même de leur concrétisation. Pourquoi ça ne s'est pas fait ? Parce qu'on a simplifié. Il existe en France, toujours, et je crains que ça soit pendant un certain nombre de temps, il existe en France toujours 2 systèmes d'imposition des plus-values mobilières. Pour toutes les plus-values réalisées ou détenues depuis le 1er janvier 2018, là c'est simple, vous n'avez pas le choix, c'est, encore une fois, ce que l'on appelle indistinctement flat tax ou prélèvement forfaitaire unique, c'est-à-dire 30%. Et, s'il vous plaît, gardez toujours en mémoire que 30%, c'est l'addition de 2 taux, c'est toujours 17,2 de cotisation sociale et 12,8 de prélèvement d'impôt. Si ce n'était que ça, ça aurait été simple de le mettre en place et de respecter aussi le fait que l'impôt suive l'année de leur réalisation. Mais vous le savez, il y a un autre système pour ceux qui font des plus-values sur des titres qu'ils détiennent depuis avant le 1er janvier 2018. L'ancien système avec abattement pour durée de détention demeure. Et donc, à chaque fois, il faut que le contribuable calcule s'il a intérêt à opter pour le nouveau régime, 30%, ou s'il a intérêt à opter pour le régime des plus-values avec abattement assujetti à l'impôt sur le revenu, suivant la tranche où il va se trouver. Mais quand est-ce qu'il va connaître la tranche où il va se trouver définitivement ? À la fin de l'année. Donc, à cause de cette, à cause de cette dualité de système d'imposition, le prélèvement à la source ne s'est pas imposé pour les plus-values de valeur mobilière. Il n'est pas exclu. Il n'est pas exclu que ça change, mais ça sera pas demain. Alors, le taux du prélèvement. On a 3 taux. Le premier taux, par défaut, le plus simple, c'est un impôt brut qui est divisé par le revenu net imposable de l'année précédente. Par comparaison avec une simple division, on obtient le taux par défaut, puisque vous le savez, on en parlera tout à l'heure, vous le savez, on ne tient pas compte des réductions et des crédits d'impôt. D'ailleurs, ça a fait couler pas mal d'encre. On peut choisir un taux individualisé. Honnêtement,
ce système a été mis en place quasi essentiellement pour les couples. Et ça fout un peu la panique quand même dans certaines entreprises. Vous savez, notamment dans les couples où l'un des deux paye l'impôt pour tout le monde. Ça, c'était assez simple, n'est-ce pas? J'en vois qui rigolent déjà. Je vous demande pas de vous dénoncer déjà, c'est pas mal. Donc, évidemment, c'était simple. Mais là, il va y avoir un prélèvement individualisé. Et évidemment, quand l'un des deux gagne beaucoup plus, le taux normal, le taux applicable normalement sera un taux très élevé, par exemple 40%, et il n'est pas évident que celui des deux qui ne gagne que 30 ou 35 000 euros accepte de se voir appliquer le taux de 40%. Et donc, dans ce cas-là, il est possible d'opter pour un taux individualisé, X% pour l'un des deux, moins pour le deuxième. Encore une fois, ça sera le cas pour les couples. Et puis, encore une fois, on ne pouvait pas passer sans une difficulté supplémentaire. C'est le taux neutre. Le taux neutre, c'était pour préserver, c'est pour préserver la confidentialité quand vous avez un salarié qui gagne 15 fois plus que vous par ailleurs et il ne veut pas que vous le sachiez. Et donc, il refuse de vous communiquer le taux réel d'impôt, et auquel cas, vous êtes tenu de lui appliquer un taux neutre qui est déterminé indépendamment des revenus antérieurs ou des autres revenus. Est-ce que c'est toujours avantageux? Pas toujours, mais la condition essentielle, d'ailleurs, elle avait été même posée et imposée par le Conseil constitutionnel, c'est qu'il y ait une échappatoire au fait que le chef d'entreprise connaisse l'intégralité du revenu imposable de ses salariés, et donc on a inventé ce système de taux neutre. Encore une fois, il y a un taux de droit commun. On va voir un ou deux exemples, on comprendra bien comment ça fonctionne. On prend son revenu de l'année dernière, on prend son impôt de l'année dernière, on ne tient pas compte des crédits d'impôt, on arrive à un taux moyen, et c'est ce taux que l'on va appliquer. Pour les nouveaux entrants, que va-t-il se passer pour les nouveaux entrants? Ceux qui commencent dans la vie active, ceux qui viennent après une très longue période d'inactivité, que ce soit chômage ou autre, eh bien, on va leur appliquer de façon quasi obligatoire un taux qui a été calculé par l'administration fiscale sur la base de leur observation antérieure et que l'on va voir tout à l'heure. Pendant très longtemps, on avait pris la décision de ne pas tenir compte des réductions et crédits d'impôt. Ça pouvait entraîner des conséquences assez graves, notamment pour les faibles revenus, parce qu'ils avaient une imposition qui se trouvait en tout ou partie gommée, qui par le crédit d'impôt emploi à domicile, qui par les dons à associations ou syndicats, ou par les effets d'un investissement défiscalisant immobilier ou autre. Simplement pour des motifs pratiques. Et là, on ne va pas aller soupçonner l'administration de mots qu'elle n'avait pas remarqué au moment où elle a pris cette décision. Par définition, ces réductions d'impôts pouvaient être très très variables d'une année sur l'autre, et donc on a décidé de les écarter pour le calcul du taux. Ça veut dire quoi simplement? Que dans un premier temps, si vous vous en souvenez, on avait dit, bien écoutez, on ne va pas tenir compte de ces réductions d'impôts au préalable. Par contre, en septembre, en octobre, après votre déclaration définitive, on le calculera et évidemment, on vous versera le crédit d'impôt afférent à ces réductions. Et évidemment, vous vous doutez bien que la réaction unanime des syndicats, des associations, de ceux qui prennent des personnes à domicile, se sont dit, vous êtes gentil, mais au lieu d'avoir une réduction d'impôt immédiate et étalée, on va attendre 9 mois. En fait, ça va être le contribuable et pas forcément les plus aisés qui vont faire l'avance de trésorerie pour le Trésor public. Et donc, vous l'avez entendu récemment, pour compenser ce décalage, en fait, ces contribuables vont recevoir dès le 15 janvier, dès le 15 janvier, un acompte de 60% sur le montant du crédit d'impôt de l'année précédente, et le solde étant versé en juillet N-1. Qu'est-ce que ça concerne? Alors, c'est pas
c'est pas open bar, hein, ça concerne que les dépenses qui sont indiquées ici, emploi d'un salarié à domicile, garde d'enfants, les dons aux associations et syndicats, parce qu'ils sont bien aperçus que là aussi ça risquait de les faire baisser de façon drastique, les investissements immobiliers qui sont cités là ici, et les dépenses d'accueil en hébergement spécialisé pour les adultes handicapés. Donc, comment dirais-je, cette dernière scorie de la mise en place du prélèvement à la source a été, j'allais dire, heureusement et de façon assez, j'allais dire, assez à droite, assez rattrapée par le législateur. Le taux neutre, vous vous souvenez, hein, il y a 3 neutres. Quand est-ce qu'il s'applique ce taux neutre? Eh bien, soit de plein droit, soit par la volonté de votre salarié. De plein droit, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on n'a pas de référence, hein, lorsqu'il s'agit d'un primo-déclarant, de quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis longtemps, ou de quelqu'un qui n'a aucune référence antérieure, et on a fait une exception à l'exception pour les salariés en CDD d'une durée inférieure à 2 mois, ou avec un CDD avec un terme imprécis, où ce taux neutre va s'appliquer seulement dans la limite des 2 premiers mois, après un abattement égal à la moitié du SMIC. Au bout du 3e mois, ils vont rentrer dans le système normal du taux neutre afférent à leur revenu mensuel. Alors, en fait, retenez bien ce petit passage-là, parce que je sais que parmi vous, beaucoup, enfin, en tous les cas, quelques-uns se sont intéressés sur le système des intermittents du spectacle. Et peu ou prou pour les intermittents du spectacle, soit c'est le système général qui va s'appliquer lorsque l'intermittent a déjà une carrière antérieure, avec une différence de taille, c'est que ça va être, hélas, pour l'employeur de l'intermittent du spectacle, ça va être à l'entreprise d'aller voir sur Notre Entreprise, avec son numéro de sécu, le montant du taux qu'il faut lui appliquer. Intermittent avec une ancienneté, voilà ce qu'il faut faire. Alors on ne peut pas dire que ce soit plus simple, parce que c'est quand même un travail un peu plus ardu, même si l'informatique marche bien, ce n'est pas sans conséquence. Par contre, pour ceux qui sont de vrais primo-déclarants, qui n'ont jamais travaillé ou qui n'ont pas de revenus antérieurs depuis quelques années, c'est le système que vous voyez là qui va s'appliquer pendant les 2 premiers mois. Pas des plus simples pour les intermittents, surtout que c'est un système où vous avez des intermittents qui peuvent gagner 100 € dans un endroit, 500 par ailleurs, 0 pendant les 3 mois suivants, tout d'un coup 20 000. Mais globalement, la difficulté va être dans la première déclaration. Ensuite, ça devrait rentrer dans l'ordre de façon assez automatique. Et puis le taux neutre s'applique, je l'ai dit tout à l'heure, à tous ceux qui veulent garder une certaine confidentialité sur leurs autres revenus. Et bien entendu, ils vont avoir un taux neutre inférieur à ce qu'il devrait être normalement calculé, retenu par leur employeur sur leur bulletin de salaire. Et vous devinez bien, évidemment, qu'à titre personnel, ils auront un complément à payer au moyen d'un acompte prélevé sur leur compte bancaire. Alors, un exemple. Julien, 30 ans, donc c'est pas le nôtre. Julien, il est commercial dans une PME. Il touche 2 000 € par mois. Et il a aussi, le vénard, des revenus fonciers de 1 500 € par mois. Son impôt sur le revenu total est de 6 241, et donc là, on voit bien que son taux d'imposition est de 14,9%. Donc, s'il ne dit rien et qu'il communique son taux réel à son employeur va retenir 298 € par mois, en fonction de l'ensemble qui va couvrir l'impôt, le taux, qui correspond à l'ensemble de ses revenus. Par contre, s'il opte pour le taux neutre, on va le voir tout à l'heure dans la grille, le taux neutre pour Julien, c'est 9%. Son prélèvement sur son salaire, ça sera 180 €. Donc évidemment, il aura tous les mois un acompte à verser par prélèvement direct sur son compte bancaire de 118 €. C'est encore une fois, ce n'est pas un moyen, vous le devinez facilement, je préfère le répéter, ce n'est pas un moyen de se faire prélever moins, c'est simplement un moyen mis en place pour éviter de divulguer à son employeur l'intégralité de ses autres revenus.
vous voyez bien que sur le tableau, qu'est-ce qu'on a fait en gros? On a observé un certain nombre de salaires. On a pris les taux moyens afférents à un revenu de célibataire, ok, et on a mis en place cette grille de taux en fonction de votre revenu. Alors, vous voyez ce que l'on a mis, qu'on a mis à droite, c'est que même si c'est pas définitif, il peut y avoir des petits effets piégeux tout au long de l'année. Regardez ce brave, comment il s'appelle celui-là? Non, bon, il s'appelle pas, on s'en fout. Et oui, lui, on va l'appeler j'ai pas de chance. On va l'appeler j'ai pas de chance. Il a une rémunération nette de 2510. On est censé lui précompter au taux de 7,5%, c'est-à-dire 188. Alors, dans un élan de générosité extrême, son employeur décide de l'augmenter de 5 euros. Et il dit, salut, regarde, grâce à moi, tous les mois, tu touches 5 euros de plus. Le gars, il regarde sa feuille de paye à la fin du mois, qu'est-ce qu'il voit? Il voit 33 euros de moins. Il va falloir soit faire attention au tableau, soit faire preuve de pédagogie. Hein. Donc, voilà. Alors, ce tableau va être... Pardon. Ce tableau va être modifié chaque année, mais c'est pas un tableau, comment dirais-je, les montants qui sont indiqués sont évidemment obligatoires et les effets de seuil sont obligatoires. Là, on a fait exprès de prendre un cas extrême. Pour 5 euros de plus, il change de tranche, mais c'est pas comme l'impôt sur le revenu. Il ne change pas de tranche sur le marginal de son augmentation, il change de tranche sur l'intégralité de son salaire. Donc, évidemment, au bout du compte, ça ne change rien pour lui, hein, parce qu'au bout du compte, l'impôt réellement appelé sera calculé et on fera un ajustement définitif. En tous les cas, pour lui, et vous savez autant que moi, et c'est normal d'ailleurs, vous savez autant que moi combien un salarié est attentif à son net mensuel tous les mois, parce que c'est avec ça qu'il vit. Voilà, vous lui promettez une augmentation de 5 euros, il a une baisse de 33 euros. Voilà, c'est pas sûr qu'il soit ravi. Alors, quelques petites précisions, et c'est bien de le savoir. Évidemment, c'est l'employeur qui est le débiteur de ce retenu à la source et qui va le reverser à l'administration fiscale. Et donc, comment ça va se passer? Évidemment, l'administration fiscale vous dit c'est d'une simplicité biblique, vous n'avez rien à faire. Hein, on les croit. Les échanges d'informations vont être faits par la DGFiP, évidemment, encore une fois, grâce à la DSN. Et les collecteurs, en gros, les entreprises, vont être soumis à ces 3 obligations. Récupérer et appliquer chaque mois le taux de prélèvement. Est-ce qu'on a un choix énorme? Non. Hein, soit vous prenez le taux neutre, soit vous prenez le taux de la DGFiP. Hein, c'est pas le salarié qui vient vous dire tiens, salut, cet été je vais à Agadir, ça serait bien qu'on me prélève que 5%. Et non, hélas, ça marche pas comme ça. Il prélève cette retenue et il le déclare et le reverse évidemment à l'administration fiscale. Là aussi, on a mis en place un système de contrôle assez puissant. Vous remarquerez que on a décidé, quand je dis on, c'est pas moi, hein, on a décidé de faire ce prélèvement et cette collecte avec les mêmes garanties, les mêmes sûretés que la TVA. Hein. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais en matière de TVA, l'administration fiscale est sur des charbons ardents. Hein. Elle est d'une précaution, j'ose pas dire maladive, parce qu'encore une fois, ils partent du principe incontestable que ce n'est pas l'argent de l'entreprise, que l'entreprise n'est qu'un collecteur, et donc retenir de la TVA, bon, d'abord, c'est pas bien, ça c'est sûr, mais c'est quelque chose qui relève de sanctions pénales. Eh bien, ils ont décidé qu'en matière de recouvrement et de reversement de tout ce qui concerne la retenue à la source, ça fonctionnerait avec les mêmes règles que la TVA. Et évidemment, sans rentrer dans le détail des échanges d'informations, ça serait assujetti aux mêmes obligations, par exemple,
tout ce qui est prévu par le livre des procédures fiscales en matière de demande de justification et de demande d'information, évidemment, l'entreprise aura l'obligation d'y répondre. Vous remarquerez que le texte a subrepticement allongé le délai de reprise des revenus de l'année 2018 de 3 à 4 ans. Hein, donc, on verra tout à l'heure, en deuxième partie d'intervention, on verra que, bon, oui, c'est vrai, il y a sans doute quelques options intelligentes à prendre d'ici la fin de l'année, mais que, encore une fois, ça sera pas open bar, hein, ça sera très largement contrôlé, et sachant l'afflux de travail que ça allait amener à l'administration fiscale, ils ont pris la précaution, dès le début, d'allonger d'1 an le délai de reprise pour les revenus de l'année 2018. Comment mettre en place un système qui va corriger les tentatives d'excès que pourront avoir ces Gaulois de Français? Ou les Français gaulois, ça dépend. On a mis en place un crédit d'impôt et de modernisation et du recouvrement pour essayer d'ores et déjà de corriger ces tentatives d'excès. On va le voir en détail tout de suite. Mais l'administration nous prévient en même temps que non seulement j'ai allongé mon délai de reprise d'1 an pour les revenus de 2018, mais pour ceux qui s'amuseraient à faire des optimisations excessives, eh bien, on leur mettrait à leur charge l'impôt correspondant sans que les effets de réduction et de, comment dirais-je, et d'harmonisation du CIMR ne fonctionnent, c'est-à-dire qu'il y aura toutes les conséquences d'une mauvaise ou d'une absence de déclaration. L'acompte est calculé et prélevé par l'administration sur, voilà, par 12e au plus tard le 15 de chaque mois. Ça vous rappelle un peu peut-être le prélèvement, hein. La différence, c'est quoi? C'est on passe de 10e à 12e, et on passe sur des revenus de l'année N plutôt que d'être sur des revenus de l'année N-1. Hein, ou sur option du contribuable, genre il n'a pas envie d'être prélevé de 12,50 € tous les mois, il préfère être prélevé de 3 x 12, ça fait quoi, de 38 € tous les trimestres, il pourra faire cette option, qui seront prélevés évidemment sur le compte bancaire. Tous ceux qui relèvent, on a vu tout à l'heure que ce n'était pas assujetti au prélèvement à la source, mais à des acomptes, tous ceux qui relèvent des BIC, des BNC et des BA auraient une faculté de demander à reporter le paiement de certaines échéances, mais là aussi, hein, c'est pas la fête. Une faculté de report qui ne pourrait excéder 3 échéances et en restant dans l'année civile considérée, évidemment. Pour les contribuables, ça arrive, et heureusement, souvent, pour les contribuables qui débutent une activité en cours d'année, eh bien, en fait, ils ont la possibilité d'indiquer à l'administration le montant de l'acompte qu'ils souhaitent verser, et évidemment, ce montant qui est laissé à leur libre appréciation ne pourra jouer que l'année de leur activité. Enfin, il suffira de le faire quand même avec une certaine intelligence pour ne pas avoir l'année suivante des rappels trop importants. Prise en compte des situations particulières. Alors là, c'est très limitativement énuméré, je vais y arriver, et il n'y a que 4 événements, enfin 4 catégories d'événements qui ont été prévus par l'administration fiscale. Mariage ou conclusion d'un PACS, décès de l'un des conjoints ou de partenaires du PACS. Bon, là, en général, c'est l'autre qui le révèle, hein, parce que celui qui est décédé, il ne peut pas. Un divorce, rupture du PACS, ou un cas d'imposition séparée des couples mariés, notamment en cas de résidence différente imposée par les circonstances professionnelles. Et puis, naissance, adoption, accueil d'un enfant mineur. Autre situation non prévue par les textes, pour qu'on puisse changer le taux de prélèvement en fonction de la modification de situation du foyer fiscal. Aujourd'hui, le fisc a prévu de pouvoir réagir dans les 90 jours de la modification. Modulation de ce prélèvement, on vient de le voir, c'est le contribuable qui pourrait demander que ce prélèvement soit modulé. Alors, à la hausse ou à la baisse, du moins à la baisse ou à la hausse, ça peut vous faire sourire, mais
Bon, pour quelqu'un qui est soit panier percé, soit très précautionneux et qui a toujours opté pour le prélèvement mensuel de façon à ne pas avoir de gros reliquats à payer, si un jour il a une modification, comment dirais-je, des revenus qui sont significativement augmentés, bon, diminuer aussi évidemment, eh bien il peut vouloir spontanément, pour ne pas avoir un trop gros solde à payer, il peut avoir spontanément envie de demander la hausse de ses prélèvements. Vous vous doutez bien que c'est possible. Donc, modulation à la hausse, les contribuables pourraient le changer sur le site impôts.gouv. Modulation à la baisse, alors là, c'est avec le même risque que lorsque vous voulez soit diminuer un tiers provisionnel, soit ne pas le payer du tout, soit diminuer vos acomptes mensuels. Vous savez que c'est accordé d'office. Hein, c'est une demande qui n'est jamais refusée. Mais le fisc dit c'est toujours sous votre responsabilité. S'il s'avère que lors de la liquidation de l'impôt, le montant réellement dû excède le montant provisoirement calculé par vous-même, bien non seulement vous payez la différence, mais vous payez évidemment 10% de pénalité de retard. Donc là aussi, à faire avec parcimonie et bon escient.